Bonjour à tous, donc je suis Cécile, je suis venue donc aujourd'hui accompagnée de Pascaline, de Marie, de Yonghua et de Benoît, et nous sommes tous chercheurs et techniciens à l'Institut de Biosciences et Biotechnologie d'Aix-Marseille, qu'on appelle le BIAM. Et donc on est venu ici pour vous parler de notre travail de recherche qui porte sur la fabrication de biocarburants à partir de microalgues photosynthétiques. Avant de commencer vraiment à vous parler de tout ça, je vais laisser Marie vous présenter une petite manip qu'on va faire pour mieux comprendre un peu comment les plantes interagissent avec l'environnement. Et comme ça prend un peu de temps, on va commencer ça, puis après on fera l'exposé. Bonjour tout le monde. Donc du coup, pour bien comprendre, les microalgues, c'est des plantes microscopiques en fait. Donc nous, ce que je vous propose de faire là, c'est d'explorer l'interaction que la plante peut avoir avec l'air ambiant. Et du coup, c'est plus facile de le faire avec une plante qu'avec une microalgue où on ne verrait pas bien les interactions. Donc j'ai une petite question d'abord à vous poser. Hein. Les parents, vous pouvez répondre. Hein. Mais est-ce que vous savez, les enfants, ce qui se passe quand on souffle de l'air? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'air que vous soufflez? Tu peux répondre aussi? Du Covid. Alors tu sais, c'est pas du tout bête parce que pendant les 2 années de confinement, c'était la première réponse que j'avais. Mais à part le Covid... Vas-y, hein, c'est bien, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a de l'oxygène un petit peu, on recrache de l'oxygène, mais ce n'est pas la molécule principale quand tu souffles. Tu l'aspires, mais quand tu souffles une autre molécule. CO2. Oui, du dioxyde de carbone, du CO2 exactement. Et donc là, je vais vous poser une petite expérience qui va permettre de voir comment la plante interagit avec le dioxyde de carbone que vous soufflez. Donc pour ça, à l'intérieur, j'ai un petit boîtier, je ne sais pas si tout le monde le voit, qui permet de compter le nombre de parties par million de dioxyde de carbone qu'il y a dans la boîte. Donc je vais demander à un volontaire de venir souffler. Il y a des volontaires? Toi? Allez, viens. Oui, je viens de la préparer pour éviter le Covid. Comment tu t'appelles? Tia. Tia? Allez, vas-y, souffle, Tia. C'est bon, je pense que tu as bien soufflé là. Tu peux retourner t'asseoir. Donc à votre avis, si Tia, elle est constituée comme il faut, qu'est-ce qu'elle souffle? Du CO2. Donc là, qu'est-ce qu'il est censé se passer? Il est censé augmenter. On va voir. Hein. Alors, on était à 779, on vient de passer à 792. Ça va continuer d'augmenter doucement. 814. C'est bien, Tia, tu souffles bien du dioxyde de carbone, on est sauvé. Et est-ce que vous savez comment la plante interagit avec ce dioxyde de carbone? Qu'est-ce qu'elle en fait? Quelqu'un a une idée? Elle l'absorbe, oui, elle l'absorbe. Et du coup, si elle l'absorbe, qu'est-ce qu'on va constater sur la quantité de dioxyde de carbone? C'est censé diminuer. Alors, on va regarder un petit peu, mais ça ne diminue pas vraiment. Hein. Et je peux vous dire qu'on pourra attendre longtemps avant que ça diminue. Si on laisse le système dans cet état, il manque quelque chose à la plante pour qu'elle arrive à voir le dioxyde de carbone. La lumière, exactement. Donc sans lumière, elle ne va pas pouvoir voir ce dioxyde de carbone. Alors comme c'est un organisme vivant, ça prend un petit peu de temps. Hein, ce n'est pas juste on-off. Donc je vais allumer la lumière. Peut-être il y en a un d'entre vous. Tu veux bien aller écrire le chiffre qu'il y a là? S'il te plaît, comment tu t'appelles déjà? Aina. Aina? Ah ben il marche pas bien. Cécile, elle va t'en donner un qui marche. Tiens, vas-y. 1092. Ouais. Ok. Bon, ça va peut-être un petit peu monter, mais pas beaucoup plus. Je vais allumer la lumière, et pendant que j'allume la lumière, Cécile va vous expliquer un petit peu l'enjeu de nos recherches dans nos équipes et le contexte surtout de ces recherches. Voilà, donc on va espérer qu'elle va bien travailler. Pendant ce temps, je vais vous parler un peu du contexte et la première chose dont on va parler, c'est la consommation d'énergie au niveau mondial. Si on regarde ce graphique, on s'aperçoit que ça augmente et augmente encore. Alors oui, il y a bien quelques petites chutes quand il y a des crises, 2008 et puis donc la fameuse crise Covid, 2020, où il y a eu une belle chute, mais alors après ça repart encore plus fort, toujours plus haut, et donc on consomme toujours plus d'énergie. On voit que parmi ces énergies, les énergies renouvelables, elles sont toutes petites, alors ça augmente, mais ça reste vraiment tout petit. Et la très grande partie, c'est ce qu'on appelle des énergies fossiles, et celle qui prend la plus grosse part parmi ces énergies fossiles, c'est le pétrole.
Et tout ça, c'est pas sans conséquences. Utiliser des énergies fossiles, ça a des conséquences. Depuis la fin du XXe siècle, presque tous les conflits armés ont eu pour cause ou pour conséquence les questions d'accès à la ressource pétrolière ou d'approvisionnement. L'autre point, c'est que quand on a découvert le pétrole, c'était une énergie qui était très abondante et très facile à extraire. On racontait qu'on mettait un coup de pioche, ça jaillissait, c'était formidable. Du coup, ça coûtait pas cher, c'était vraiment l'énergie idéale, abondante et pas chère. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que les ressources s'épuisent, on est obligé d'aller chercher le pétrole dans des conditions beaucoup plus extrêmes, son extraction est beaucoup plus compliquée et forcément, ça coûte plus cher. Et enfin, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est que consommer ou extraire des énergies fossiles, et en particulier du pétrole, ça engendre de la pollution, et tout particulièrement l'émission de gaz à effet de serre, qui sont responsables du réchauffement climatique. Et là, ça fait carrément peser une menace sur la vie sur la Terre, pas seulement la vie des animaux, mais la nôtre aussi. Alors l'effet de serre, justement, on va en parler un petit peu. Et un des gaz, les principaux gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone. Alors l'effet de serre en lui-même, ce n'est pas un phénomène qui est négatif, bien au contraire. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? C'est le mécanisme qui fait que quand il y a du CO2 dans l'atmosphère, l'énergie que nous envoie le Soleil, au lieu de repartir intégralement vers l'espace, il y en a une petite partie qui est séquestrée sur Terre. Et donc c'est ce phénomène qu'on appelle l'effet de serre, et c'est grâce à ça que la température sur la Terre, elle s'établit autour d'une quinzaine de degrés, température moyenne bien entendu. Et ça, c'est favorable au développement de la vie. S'il n'y avait pas de CO2, il ferait environ moins 18 degrés sur la Terre. Et ça, la vie, elle n'aime pas trop. Depuis le début de l'ère industrielle, qu'est-ce qui s'est passé? On a coupé des arbres partout pour faire des champs ou pour faire des villes et des usines. On a consommé des tonnes et des tonnes de pétrole, de charbon dans les usines, les voitures, etc. On a libéré beaucoup de CO2. Ce CO2, il vient s'accumuler dans l'atmosphère. Donc l'effet de serre, il est augmenté. Donc au lieu de piéger une petite partie de l'énergie du Soleil, on piège une grosse partie. Et ça induit une augmentation de la température globale au niveau de la Terre. C'est d'autant plus important... c'est d'autant inquiétant qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et peut-être que si vous avez entendu parler, par exemple, des accords de Paris, des choses comme ça, à chaque fois, on chiffre en limitation de l'augmentation de la température. Donc, c'est vraiment un facteur très important. Et là, je vais trop vite. On va regarder si la plante a bien voulu faire... J'espère qu'elle s'est réveillée. Ah non, elle ne s'est pas encore réveillée. Et c'est parce que c'est une petite plante. On va discuter 2 secondes, ça va permettre d'entamer la descente. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va finir par descendre. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce dioxyde de carbone, la plante? Elle se nourrit, oui, et elle produit... Alors, elle le transforme, ce dioxyde de carbone, en oxygène et puis en matière organique. Et elle peut faire ça uniquement quand il y a de la lumière. Et vous savez quelle partie de la plante voit cette lumière? Les feuilles, et oui très bien, en particulier une molécule qu'il y a dans la feuille, c'est la chlorophylle. Juste pour que vous ayez bien conscience que la vie sur la Terre, elle ne serait pas possible sans cette petite molécule de chlorophylle. C'est un truc qui est microscopique, enfin même plus que microscopique, qu'on voit très très peu. Et c'est cette molécule qui permet à la plante d'initier la transformation du dioxyde de carbone en oxygène et en matière organique. Nous, on est incapable de le faire. On ne peut pas utiliser du carbone minéral et le transformer en carbone organique. Si on veut avoir de l'énergie, grandir, on est obligé de consommer quelque chose, déjà du carbone minéral, du carbone organique. Et du coup, toute source de vie vient de cette petite molécule qui permet de voir la lumière du soleil et de transformer le carbone minéral en carbone organique. Et alors, ce carbone organique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle en fait, la plante? Elle a 2 moyens de le stocker pour avoir de l'énergie. C'est soit sous forme d'huile. Vous connaissez tous des plantes qui font de l'huile. Vous avez une idée? Oui? L'olive. L'olive, très bien. Ah, enfin. On ne l'a pas encore sorti. Oui, l'olivier, c'est un arbre qui fait de l'huile. Il y a d'autres plantes? Le tournesol, très bien.
Le colza aussi. Voilà, toutes ces plantes, c'est des plantes oléagineuses, c'est-à-dire qu'elles font leurs réserves sous forme d'huile. Et puis il y en a qui préfèrent faire leurs réserves plutôt sous forme de sucre. Alors là, c'est facile, vous en connaissez? Pardon? La pomme de terre. C'est bien parce qu'on me le sort rarement celui-là. Une autre? J'ai entendu par là-bas. Pardon? La betterave, oui, la betterave. Donc en particulier la betterave blanche avec laquelle on fabrique le bonbon, les sucres pour faire les bonbons. Hein. Les enfants, si vos parents ils vous disent que vous ne mangez pas de légumes, prenez un bonbon. Non, je plaisante. Donc, est-ce qu'elle a commencé sa descente? Oui, ça y est, elle s'est réveillée. Donc là, elle va passer à 1057. On regardera à la fin, vous allez voir que la chute est assez phénoménale. Donc, pourquoi nous, on s'intéresse à cette matière organique, cette huile et ce sucre que les plantes sont capables de faire? Parce que ces huiles et ces sucres, on est capable de les transformer en carburant, que ce soit du diesel ou de l'éthanol, de l'essence, à partir du sucre, on est capable de les transformer. Et donc, du coup, c'est sur ça que portent nos études. Et on va vous expliquer un peu l'intérêt de passer plutôt par un modèle plante qu'en extrayant le pétrole pour produire ce carburant qu'on met dans nos voitures. Et je vais laisser Cécile continuer à ma place. Voilà, alors avant de parler vraiment des biocarburants, on va s'intéresser un petit peu au pétrole, puisque c'est un petit peu l'accusé dans cette affaire. Alors voyons voir un peu ce qu'on peut dire sur lui. Et on va d'abord se demander d'où il vient. Donc pour comprendre d'où vient le pétrole, il faut prendre une machine à voyager dans le temps et repartir très très loin, plusieurs millions d'années en arrière, autour de 65 millions d'années. Vous savez, 65 millions d'années, qu'est-ce qu'il y avait encore sur la Terre? Des grosses bêtes. Ouais. Donc on remonte à cette époque très très lointaine. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Il y avait des plantes et il y en avait beaucoup, il y en avait partout, c'était très très abondant. Et qu'est-ce qu'elles faisaient les plantes, à votre avis? Elles faisaient la photosynthèse. Donc elles captaient du CO2 pour assurer la fabrication de matière organique et faire leur croissance. Et puis, c'était des temps difficiles, elles sont mortes, elles ont été enfouies. Avec le temps, la pression, c'est devenu du pétrole. Ce pétrole, il a gardé à l'intérieur de lui le CO2 que les plantes avaient capturé. Là, j'imagine que vous êtes en train de vous dire, mais Marie nous a dit qu'on allait faire des biocarburants avec des plantes. Et là, elle est en train de nous dire que le pétrole, c'est des plantes. Alors, est-ce que le pétrole, c'est un biocarburant? Qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait se dire ça, hein? Ça ne serait pas illogique. Alors, ce n'est pas le cas et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, une petite chose, je vous ai dit que le pétrole gardait le dioxyde de carbone qui avait été pris par les plantes. C'est un petit abus de langage. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, dans le pétrole, vous voyez, ça ressemble un peu à ça, le pétrole. Donc ça, c'est des carbones, ça, c'est des hydrogènes. Et de l'oxygène, il n'y en a pas. Donc il y a un petit problème. En vérité, la transformation en pétrole a fait que l'oxygène est parti. Qu'est-ce qui se passe quand on va brûler du pétrole? On l'extrait, on va brûler le pétrole dans les moteurs. On va casser ces liaisons-là, donc on va libérer un carbone. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'air? Là, il y a une place libre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'air? De l'oxygène qui va venir se rajouter là. Donc en vérité, le pétrole, il a permis d'amener jusqu'à nous le carbone d'il y a 65 millions d'années. Et c'est en se combinant à l'oxygène moderne qu'on récupère à nouveau du CO2. Mais il n'empêche que ce carbone, il ne devrait pas être là. Il appartient au passé. Et donc, le CO2 qui se crée, il va s'ajouter dans l'atmosphère au CO2 atmosphérique moderne. Et ça va conduire à une augmentation générale de la quantité de CO2 dans l'atmosphère. C'est pour cette raison que le pétrole, ce n'est pas un biocarburant. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les biocarburants? Il va se passer ça, c'est-à-dire que les plantes, on les fait pousser là, aujourd'hui. Donc, elles font la photosynthèse, elles captent du CO2, on transforme les plantes en biocarburants, on les brûle dans nos voitures. Exactement comme pour le pétrole, on va couper des molécules, on va relibérer ce CO2, mais on va libérer exactement la quantité de CO2 qui avait été absorbée par les plantes pour leur croissance. Du coup, on fait un cycle et on a un bilan qui est neutre. C'est ce qui fait la différence entre les deux types de carburants. Sous réserve, on considère le temps qu'il faut entre le CO2 émis et
le temps pour la plante pour grandir. Oui, mais bon, par exemple, donc la petite algue dont on va parler, Chlamydomonas, elle se divise toutes les 8 heures. C'est relativement rapide. Le tournesol, c'est une plante qu'on récolte toutes les ans, donc c'est un cycle qui est assez court quand même, de toute façon. Ok, alors justement, les biocarburants, qu'est-ce que c'est ? C'est des énergies renouvelables qui vont être issues des produits de l'agriculture. Et l'objectif d'utiliser ces choses, enfin de fabriquer des biocarburants et de les utiliser, ça va être de limiter la consommation et la dépendance aux énergies fossiles et aussi de limiter l'accumulation de gaz à effet de serre. Alors, vous avez sans doute entendu parler de biocarburants première, deuxième, troisième génération, donc on va les voir les unes après les autres. Donc la première idée, vous avez parlé tout à l'heure avec Marie des plantes qui font de l'huile. Donc on a dit le tournesol, le colza, le palmier à huile aussi, vous avez entendu parler de l'huile de palme. On s'est dit ces plantes font de l'huile, on va l'extraire, on va faire les transformations qui vont bien et puis on va l'utiliser comme carburant, soit directement pur dans nos moteurs, soit en les mélangeant. Donc pour l'huile, on mélange avec du diesel. Dans les stations, je crois que ça s'appelle le B7, peut-être vous en avez déjà vu. Et puis on s'est dit, ne nous arrêtons pas là, on a des plantes qui font du sucre, betterave, canne à sucre, on va extraire ces sucres, on va les fermenter, on obtient de l'alcool. Cet alcool, pareil, on peut le mettre pur dans les moteurs ou on peut le mettre mélangé, c'est les essences E5, E10. À votre avis, qu'est-ce qui cloche dans cette façon de faire ? Qu'on pourrait utiliser pour s'alimenter nous-mêmes. Exactement. Il y a une compétition très forte entre l'alimentation animale et humaine et la production d'énergie. Donc ça, c'est un gros défaut. Est-ce que vous imaginez autre chose encore ? La déforestation, parce qu'effectivement, il faut avoir des surfaces agricoles pour faire pousser toutes ces plantes. Encore une idée ? Vous imaginez quand vous voulez faire pousser des plantes et que vous voulez qu'elles soient en bonne santé. Les engrais. Exactement. Donc il y a une pollution induite. Voilà, il y a une pollution induite, il y a les problèmes d'irrigation, les problèmes de déforestation. Toutes les terres agricoles françaises ne suffiraient pas à fabriquer suffisamment d'essence pour faire rouler toutes nos voitures. Si on faisait ça, non seulement on ne pourrait pas faire rouler toutes nos voitures, et en plus on ne mangerait plus. C'est un petit peu embêtant. L'autre aspect qui limite énormément l'intérêt écologique de cette technique, c'est que donc, comme on ne peut pas produire suffisamment d'huile, parfois on va en acheter au Brésil pour la mettre dans notre diesel. Donc là, je crois que pas besoin d'en dire plus, c'est vraiment pas terrible comme... Après, ça ne veut pas dire que c'est une technique qui a été complètement abandonnée. Il y a toujours des projets d'amélioration, etc. Donc, deuxième génération, on s'est dit, ok, très mauvaise idée d'utiliser des choses qu'on peut manger, on va utiliser les parties des plantes qu'on ne mange pas. Donc ça peut être des débris de l'agroforestation, ça peut être des litières animales, bref, tout ce qui est ce qu'on va appeler du déchet agricole. Même technique, on va faire des transformations chimiques pour extraire l'huile ou pour fermenter les sucres et on met dans les moteurs, toujours pareil, pur ou mélangé. Est-ce que vous avez pareil des idées sur qu'est-ce qui est bien dans cette technique et qu'est-ce qui va être moins bien ? Qu'est-ce qui est bien ? Il y a quelque chose d'assez évident normalement. Pas de compétition. Pardon ? Alors les végétaux non comestibles peuvent être utilisés par exemple pour l'élevage, mais aussi Oui, en fait, on fait pousser des plantes. La partie comestible, on la donne aux animaux ou aux humains, et la partie non comestible, voilà. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel, c'est qu'on élimine cette compétition qu'il y avait dans la première génération et on utilise des produits que de toute façon, qui sont vraiment un déchet. Donc ça, c'est vraiment un point important. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est qu'en fait, ces déchets de l'agriculture, ils sont assez difficiles. L'extraction dont je vous ai parlé, elle est assez difficile. C'est des parties qui ne se dégradent pas très facilement. Les tiges de paille, ce genre de choses, c'est très difficile à dégrader. Et du coup, les rendements, ça coûte cher et les rendements ne sont pas vraiment très, très bons.
Donc actuellement, il y a des industriels qui travaillent justement pour trouver des techniques qui vont permettre de faire baisser les coûts et d'avoir de meilleurs rendements. Mais en parallèle, il y a des chercheurs qui se sont dit, et nous on en fait partie, on va essayer autre chose. Et ils se sont tournés vers les microalgues. Alors les microalgues, elles ont juste besoin de l'énergie du soleil. Elles n'ont pas besoin de terre agricole pour pousser, puisqu'elles vont pousser plutôt dans des bassins, dans de l'eau, même s'il en existe qui vivent dans des, Marie vous le dira, dans des biotopes extraordinaires. Et a priori, on pense qu'on va pouvoir réduire les coûts pour l'extraction de ces algues. Donc a priori, grâce à ça, on devrait pouvoir compenser les points négatifs des 2 précédentes générations. On va voir si c'est vrai. Et donc dans un premier temps, Marie va vous présenter la diversité de ces microalgues dont il existe des dizaines et des dizaines et qui sont vraiment toutes avec des compétences formidables. Oui, justement, un des axes de la recherche au début, ça a été de se dire, ok, il y a une grande diversité d'algues. On les retrouve dans des biotopes très différents. Quand je vous dis algues, vous pensez forcément au milieu humide, comme par exemple les piscines quand vous voyez des algues, micro-algues, je parle parce que bon, les macro-algues, on sait où on les trouve. Mais il y en a aussi dans des environnements désertiques et on en trouve aussi dans des milieux très extrêmes comme la calotte glaciaire par exemple. Donc c'est des algues qu'on retrouve en grande quantité et surtout avec une grande diversité. Et une des approches, ça a été de dire, ok, on aimerait bien trouver des algues qui naturellement produisent beaucoup d'huile en fait. Elles n'ont pas toutes la même, comme elles sont très différentes, elles n'ont certainement pas toutes la même capacité à produire de l'huile et peut-être pas toutes la capacité à produire le même type d'huile. Donc on s'est appuyé sur cette biodiversité pour essayer de regarder quelles algues produisaient plus ou moins d'huile et surtout la qualité de ces huiles. Donc ici, je vous en ai montré une, c'est une algue filamentaire, elle s'appelle Spiruginosa. Voilà. Donc ce que vous voyez en vert là, c'est quoi à votre avis? La chlorophylle? Oui, le chloroplaste. Et alors oui, c'est très bien. À l'intérieur du chloroplaste, du coup, on retrouve la chlorophylle, cette molécule qui leur permet de faire exactement comme les plantes, de senser la lumière et de transformer le dioxyde de carbone en matière organique. Alors ça, c'est pas notre algue de recherche, notre algue modèle. Je vous ai apporté la nôtre. Je vais demander à un volontaire, jeune homme, parce que je t'avais dit que même si tu te mettais derrière, tu pourrais venir faire la manip. Donc tu peux me dire comment tu t'appelles? Cyriac. Cyriac. Alors tu vas venir? Vous inquiétez pas, il y en aura d'autres de lames à faire à la fin. Tout le monde pourra en faire une. Je vais te donner une petite lame. Tu vas prendre cette petite pipette et tu vas déposer une goutte sur la lame. Impeccable. Tu peux reverser dedans. Hop. Et tu vas mettre la petite lamelle par-dessus pour emprisonner le liquide. Donc, on va passer l'autre lamelle. Qu'est-ce qu'on constate là du coup? Alors là, le mouvement, il y en a qui bougent parce qu'elles ont des flagelles. Le mouvement que vous voyez, qui vont toutes dans la même direction, c'est ce qu'on appelle plutôt le mouvement brownien. C'est en fait, elles sont dans un liquide qui a un flux et du coup, elles bougent comme ça. Mais oui, c'est des organismes qui sont mobiles et voilà. Et c'est fini. Non, c'est pas vrai. Et on va zoomer après pour voir ce qui leur permet de bouger. Et on constate aussi qu'elles n'ont pas du tout la même forme. Hein. Et puis, elles sont beaucoup plus petites. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, on les a grossis 100 fois. Comparé à l'autre qu'on a grossi 100 fois, c'est vraiment une toute petite molécule. Donc, pour bien voir à quoi elle ressemble, je vais la grossir 1000 fois. Vous allez voir qu'elle n'a pas du tout le même aspect. On ne doit pas être trop loin de la... Elles sont là. Les voilà. Donc, on va se mettre dans une zone où il y en a des jolies. Et si on en trouvait une qui bouge, ce serait bien. Peut-être celle-là, elle est en train de se réveiller, je ne sais pas. Celle-là, on remet sur celle-là. Ah, celle-là, on les voit. Est-ce que vous voyez les deux petits traits qu'il y a sur le côté? Ça, c'est des flagelles, en fait. Et elles sont capables, grâce à ces flagelles, de se déplacer pour aller au mieux vers la lumière et pour faire un maximum, du coup, de photosynthèse. Et toute la partie verte, là c'est le chloroplaste, du coup, l'endroit où il y a la chlorophylle qui leur permet de senser la lumière. Donc, on utilise cet organisme modèle parce que, déjà, il se divise, comme elle l'a dit Cécile tout à l'heure, assez vite. 8 heures, c'est pas beaucoup, et qu'il a exactement les mêmes propriétés que les plantes, c'est-à-dire qu'il est capable de synthétiser de l'huile. Donc il y a une grande diversité d'organismes, hein. Il n'y a pas que Chlamydomonas, ça c'est notre algue modèle qu'on utilise au labo. Voilà, ici il y a un petit exemple, donc celle qui est tout à droite, Chlamydomonas elle est à gauche, celle qui est tout à droite, vous la connaissez peut-être? Ouais, bien joué, c'est la spiruline.
Et la spiruline, elle fait des huiles. Alors, elle fait de l'huile aussi, et vous pouvez en trouver en pharmacie sous forme lyophilisée, et vous pouvez la consommer. Hein. Elle a notamment de très bonnes huiles, ce qu'on appelle oméga 3, oméga 6. Voilà. On ne l'utilisera pas pour produire des biocarburants, parce que, comme elle vous a montré Marielle, moi Cécile, désolée. C'est une chaîne hydrogénocarbonée. Cette chaîne, elle peut être plus ou moins longue. Et il peut y avoir plus ou moins de ce qu'on appelle d'insaturation, c'est-à-dire de double liaison entre les carbones, ce qui confère des propriétés différentes à ces lipides. Quand ils sont très longs et qu'il y a beaucoup d'insaturation, c'est plutôt des lipides qui sont utilisés pour l'alimentation, en fait. C'est ce que vous entendez quand on vous parle oméga 3, oméga 6, ça veut juste dire que les doubles liaisons, elles sont situées entre le 3e et le 4e carbone ou le 6e et le 8e carbone. C'est ça, oméga 3, oméga 6. Pour faire des carburants, on cherche plutôt à optimiser la synthèse des biocarburants par la suite, et on cherche plutôt des chaînes carbonées qui sont courtes avec très peu d'insaturation. Donc il y a toute une partie aussi, lorsqu'on analyse l'huile de ces algues, c'est d'analyser à quoi elles peuvent servir. Donc il y a des organismes qui font plutôt des chaînes courtes, plutôt des chaînes longues. Et on a également d'autres approches que Cécile va vous expliquer maintenant, pour essayer d'optimiser au maximum la production d'huile chez ces algues. Donc, juste, je reviens sur la diapo précédente. Vous voyez, ça, c'est la façon dont on fait pousser les algues dans le laboratoire. Donc, on a des petits flacons, 100 ml, 200 ml, et on fait pousser les algues dedans. Donc, vous imaginez bien que si on veut passer au niveau industriel, c'est pas ça qu'il faut. Donc, au niveau industriel, pour cultiver ces algues, on a ce type d'appareils. Alors c'est soit des bassins à ciel ouvert, c'est des structures qui sont assez peu coûteuses et qui fonctionnent bien, soit des photobioréacteurs. Donc là vous voyez en fait c'est des tubes qui parcourent comme ça toute la longueur du système, et ça a un avantage, c'est que ça fait beaucoup de surface dans un tout petit espace. L'intérêt de ces systèmes, que ce soit l'un ou l'autre, alors le photobioréacteur, vous imaginez bien que c'est plus cher que l'autre, hein. L'intérêt de tous ces systèmes, c'est qu'on peut les installer sur des terres qui n'ont aucune qualité agricole. Donc sur des friches industrielles, dans des déserts, tout ce dont les algues ont besoin, c'est qu'il y ait du soleil. Pour faire les biocarburants, oui. Alors, on peut faire les deux. Là, les algues dont on a parlé, c'est des algues d'eau douce. On commence à travailler sur des algues d'eau marine. Sur des algues d'eau de mer. Après, voilà, il y a des mises au point. Elle va vous en parler tout à l'heure, parce que ces algues, on les utilise pas que sauvages. On essaye de comprendre comment elles synthétisent et du coup de les modifier génétiquement. Et il y a certains nombres d'outils qui sont au point chez notre organisme modèle Chlamydomonas renartis. C'est la raison aussi pour laquelle on l'utilise. Et on essaye maintenant d'adapter aussi à des organismes marins, parce que l'avantage, ce serait effectivement de produire avec une ressource en eau qui est moins limitée. Mais Cécile, je ne vais pas y arriver ce soir, va vous expliquer aussi qu'on a pensé à ce problème d'eau potable, qui est un souci dans l'agriculture et qui deviendra un souci dans les années à venir. Et ces recherches, elles ne sont pas faites en totale déconnexion avec les problèmes de société, et Cécile vous l'expliquera après. Donc ces algues, elles vont utiliser la lumière du soleil, elles vont fabriquer de l'huile. On va récolter les algues, extraire l'huile, la purifier, la raffiner, faire des huiles qu'on pourra utiliser comme carburant dans nos voitures, nos avions. Le principe, c'est vraiment, de base, c'est un petit peu le même que partout. Donc, si on fait le bilan comme on a fait tout à l'heure, pour les autres générations, là encore on a un bilan neutre, on n'a pas du tout, de compétition avec les terres agricoles. Et justement, on parlait de l'utilisation de l'eau potable, on peut utiliser des eaux usées pour faire pousser ces algues. Donc ça veut dire que les eaux, soyons clairs, qui viennent de nos toilettes, on peut les utiliser pour faire pousser les algues avant d'être obligé de les nettoyer. Donc, on n'est pas obligé de fabriquer de l'eau potable pour la réutiliser pour quelque chose qui n'est pas de la consommation. Donc, d'un point de vue écologique, c'est intéressant. Le problème, c'est que malgré tout, même si le coût d'extraction de l'huile est plus faible que sur les générations précédentes, ça reste quand même un point négatif. Ça reste assez cher. Et il y a un énorme problème qui est le cœur de notre recherche. C'est vraiment ça, notre travail, il porte là-dessus. C'est qu'il y a une compétition
entre la croissance et la production d'algues. C'est-à-dire que les algues, soit elles poussent et elles font beaucoup d'algues, soit elles font des huiles, mais elles ne font pas les deux en même temps. Et donc ça, c'est un problème, vous comprenez bien. Si vous avez 10 algues qui font un petit peu d'huile, c'est pas pareil que si vous arrivez à en avoir 100, 200, des millions, des milliers, des milliards, etc. Et Pascaline va vous en parler maintenant. Voilà, Cécile vous l'a dit au début de la présentation, nous venons du BIAM. Donc c'est l'Institut de biotechnologie d'Aix-Marseille. Donc en fait, on est situé dans les Bouches-du-Rhône. Notre service a 2 bases géographiques. Le 90% de l'unité est située à Cadarache, sur le centre du CEA. Et on est quelques-uns à être à Marseille, au sein de l'université. Au niveau de nos recherches, on a pu observer que quand on nourrit les microalgues avec un milieu riche, un milieu équilibré, un peu comme pour nous en fait, avec un régime alimentaire sain, on arrive à faire une croissance optimale, c'est-à-dire qu'on obtient une grande quantité de cellules et une grande quantité de biomasse. On parle beaucoup en biomasse en fait. Et donc ça, c'est bien, on est content. Cependant, dans ces conditions-là, il n'y a pas de production d'huile, comme Cécile vous l'a expliqué. On a également observé que quand on enlève l'azote du milieu, qui est en fait un des éléments les plus fondamentaux pour faire des protéines, dans ce cas-là, on obtient beaucoup d'huile. Mais bon, on n'a pas de croissance. En fait, la microalgue, elle n'est pas capable naturellement, en carence en azote, de continuer à se diviser. Donc du coup, elle fait autre chose. Elle se protège en fait pour avoir des réserves si jamais ça va mieux un jour. Donc du coup, Marie va vous montrer, vous illustrer concrètement ce qu'on a obtenu, ce qu'on a résumé dans les graphes. Là, c'est une culture qu'on a fait d'algues, qu'on a mis en présence d'azote. Vous voyez, elle est bien verte, elle est très dense. Et puis après, ça c'est une culture qu'on a passée en carence d'azote. Donc vous voyez, il y a beaucoup moins de densité, c'est beaucoup plus clair. On est capable de regarder l'huile qu'il y a à l'intérieur des algues. Pour ça, on dispose d'un marqueur chimique qui va venir s'intercaler au niveau des gouttelettes lipidiques, des gouttes d'huile qui est à l'intérieur de l'algue et qui va se mettre à fluorescer. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'en présence d'azote, on a fait ce marquage, on a regardé au microscope. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur, il y a de l'huile. Et ensuite, quand on passe ces souches en carence, au fur et à mesure du temps, plus elles sont en carence, plus elles sont stressées et au plus elles vont accumuler d'huile pour finir avec une accumulation maximale. Il y a presque de l'huile partout en fait, au niveau de l'algue. Voilà. Et donc du coup, comme elle expliquait Pascaline, c'est soit elles se divisent et elles ne font pas de réserve d'huile, soit quand elles détectent un stress, elles font des réserves d'huile. Et elle va vous expliquer comment on essaye de balancer ce mécanisme pour avoir les deux productions d'huile. Comme on vous l'a dit, les nutriments vont avoir une forte influence en fait sur l'activité physiologique de la cellule, où elle prolifère, où elle fabrique des huiles. Donc tout ça, c'est réglé par des protéines. En fait, toutes les réactions chimiques dans nos cellules, y compris les cellules humaines, en fait, sont régulées par des protéines. Ces protéines, elles ont des indicateurs, en fait, en fonction de ce qu'elles perçoivent dans l'environnement. C'est une protéine qui va aller dire à une autre, attention, il se passe quelque chose, il y a un stress. Là, en l'occurrence, c'est un stress de nutriments. Du coup, il faut qu'on change de fonctionnement, ou alors on va aller induire le fonctionnement d'une autre protéine pour qu'elle travaille différemment. Et donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'arriver à avoir en même temps beaucoup d'huile et beaucoup de biomasse. C'est notre but. Bien sûr, alors c'est important de le préciser, c'est qu'on va faire beaucoup d'huile et beaucoup de biomasse avec un milieu riche. Parce que quand on travaille sur des eaux usées, on sait tous que c'est très riche en fait, et quand il y a des blooms d'algues, généralement c'est à la sortie au bord de plage, quand les zones sont beaucoup plus riches en détritus, etc. Donc l'idée c'est de travailler toujours en milieu riche et d'arriver à faire de la biomasse, donc ce qui est a priori facile en milieu riche, mais aussi d'arriver à faire de l'huile. Comment on va faire ? On va toujours travailler sur ces protéines et on va essayer d'activer en même temps les deux voies. Activer la voie qui va faire de la prolifération et de la biomasse et activer la voie qui va fabriquer des lipides pour arriver à notre but. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Donc Marie vous a déjà parlé de l'étude de la biodiversité des microalgues. Donc en fait c'était un moyen aussi peut-être il y en a une qu'on n'a pas encore trouvée, qui serait capable de faire les deux. Mais là, nous, sur notre algue modèle, qui n'est pas capable de faire les deux en même temps, on va faire de la mutagénèse.
Alors la mutagenèse, c'est un mot un peu compliqué, mais l'idée en fait, c'est d'aller éteindre un gène au milieu de l'ensemble du génome de la microalgue pour voir l'influence de ce gène sur sa croissance ou sur la production de lipides. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ces mutants, on va les cribler. En fait, on va les analyser pour identifier sur des paramètres comme la quantité d'algues, donc la croissance, et la quantité d'huile, de lipides. C'est l'huile. Et en fait, on va obtenir différents résultats. Dans certains cas, on va avoir encore plus d'algues si on a activé encore plus la prolifération, mais on peut ne pas avoir beaucoup plus de lipides. Donc ça nous intéresse d'un point de vue fondamental pour mieux comprendre comment ça se passe. Mais on peut aussi avoir encore moins d'algues, mais beaucoup plus de lipides, c'est aussi intéressant. Et l'objectif, c'est d'obtenir plus d'algues, donc plus de prolifération, tout en ayant une grande quantité de lipides. Et une fois tous ces mutants qu'on a isolés, que ça peut être celui-là ou celui-là, ensuite, on va les séquencer pour identifier le gène responsable de ces paramètres et pouvoir ensuite l'étudier. Et étudier par le biais du gène la protéine de régulation. D'accord ? Ça va nous permettre de mieux comprendre comment ça se passe. Une autre approche qu'on a, c'est en fait de se baser sur la littérature scientifique. Alors par exemple, on va étudier, regarder dans la littérature ce qui se fait sur la régulation de la croissance, de la prolifération chez d'autres organismes. Par exemple, chez l'homme, est-ce que vous connaissez des maladies qui sont où c'est la croissance, la prolifération qui est touchée chez l'homme ? Voilà, le cancer, c'est en fait ce qui se passe. Le problème du cancer, c'est des cellules qui prolifèrent trop, qui font trop de croissance. Parce qu'en fait, il y a une protéine de régulation, comme on évoquait avant, qui est dérégulée et qui du coup fait que la cellule humaine prolifère trop. Sa prolifération n'est plus régulée. Et en fait, ces régulateurs, on retrouve les mêmes, ces protéines de régulation, chez l'algue. Parce qu'il y a une unité du vivant, il y a beaucoup d'éléments qui sont conservés chez la plupart des organismes vivants. Et en fait, on peut du coup utiliser des médicaments qui sont développés pour lutter contre le cancer pour étudier ces protéines de régulation chez l'algue. Et ça nous permet d'avoir un autre angle d'approche, c'est-à-dire en utilisant ce qui est conservé, par exemple de l'humain aux algues, pour essayer de mieux comprendre la balance entre prolifération et accumulation de lipides. Et ensuite, comprendre comment ça fonctionne en retournant sur des aspects génétiques un peu plus détaillés. Donc ça, c'est un peu les deux types d'approches qu'on a au laboratoire qui nous amènent à essayer d'atteindre cet objectif dont on parlait avant, d'avoir à la fois plus de quantité d'algues, donc de prolifération, et beaucoup d'huile. Bon, on n'est pas, pour être honnête, on est encore assez loin d'un objectif suffisamment satisfaisant pour pouvoir produire du pétrole de manière industrielle avec des algues, mais petit à petit, en étudiant certains aspects de certaines protéines de régulation, puis des fois en combinant deux approches différentes, on arrive à se rapprocher petit à petit de cet objectif. Et ça, c'est ce qu'on essaye de faire sur du long terme. Donc ça fait plus de 15-20 ans qu'on travaille dessus à l'Institut, et il faudra peut-être encore 10 ou 20 ans, ça sera peut-être des jeunes comme certains d'entre vous qui feront ces recherches plus tard. Et pour essayer en fait de faire ce qu'on appelle la domestication de l'algue pour lui permettre de l'utiliser pour cette application qui est les biocarburants. Et là en fait on a l'illustration de la domestication des plantes, c'est-à-dire l'amélioration génétique des plantes dans le cas du maïs. Ça c'est la théocynthe, l'ancêtre du maïs qu'on consomme actuellement, qui produisait des grains petits en petite quantité. Et c'est au cours de milliers d'années de développement de l'agriculture et de sélection par l'homme qu'on a obtenu le grain de maïs qu'on consomme actuellement. Donc là, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de faire en gros ça avec des approches génétiques modernes dans un laps de temps plus court pour améliorer les algues dans le but de produire des biocarburants. Voilà, c'est ça notre objectif. Donc, bien sûr, ça n'empêche pas d'essayer de consommer moins de pétrole actuellement ou pour le transport ou pour le plastique, parce que comme je disais, c'est pas encore complètement au point. Et puis, donc, pour l'instant, on utilise encore pas mal beaucoup de pétrole, effectivement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces différents aspects ? Où est-ce que l'algue prend son carbone? Parce que dans H2O, il n'y a pas de carbone. Donc elle le prend où? Alors, l'algue récupère le carbone du CO2, justement, au cours de la photosynthèse. C'est comme la plante, en fait.
Oui, dans l'air. Oui, oui. Le CO2 se dissout dans l'eau, et là, mais alors dans vos tubes, vous devez réinjecter du CO2 régulièrement? Oui, oui, il y a des systèmes d'aération, enfin, il y a des systèmes d'injection d'air. Alors nous, on travaille beaucoup avec en fait, on les fait pousser dans des Erlenmeyer comme ça. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'air enfin, il y a de l'aération. Mais effectivement, il faut faire attention à ça. Et il y a aussi les algues ont des systèmes d'accumulation du CO2 qui sont un petit peu différents des plantes. Mais oui, il faut faire attention à l'aération. Oui, on a des enceintes, en fait, ça se présente comme une enceinte qui agite fort, donc ça permet d'assurer l'échange gazeux au maximum entre la phase liquide et la phase gazeuse. Et on a un moyen d'injecter un peu plus de CO2 que ce qu'il y a dans l'air d'ambiant dans ces enceintes, ce qui permet aussi d'optimiser le mécanisme. Mais sans ça, elles sont quand même capables de fixer le CO2. C'est juste pour qu'on puisse étudier plus rapidement les voies de synthèse, qu'elles poussent plus vite. Et d'ailleurs, il existe dans votre région, d'après ce que je sais, certains endroits où ils ont installé des colonnes dans lesquelles il y a une colonne d'algues qui est éclairée. Et ils font passer dans cette colonne d'algues l'air. En général, c'est des trucs qui sont installés à des carrefours où il y a beaucoup de circulation. Et ils font passer dans la colonne d'algues l'air ambiant, qui est très, très pollué en CO2, puisqu'il y a beaucoup de voitures, justement pour permettre à ces algues de dépolluer l'air sur des zones très petites, mais très riches en CO2. Ça répond bien à votre question? Oui. Allez, oui, allez-y. J'ai compris qu'il fallait de l'azote pour pouvoir aider les algues à se développer plus rapidement. Oui. Comment cet azote est apporté et c'est juste l'azote de l'air qui est injecté ou c'est de l'azote à produire? Dans les expériences, on l'ajoute l'azote dans le milieu sous forme d'ammonium. D'accord ? Donc, dans le milieu de culture, en fait, liquide, on met l'azote. Mais dans des systèmes industriels, on peut éventuellement utiliser certains déchets qui contiennent de l'azote. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, les humains, par exemple, on incorpore l'azote par l'alimentation en mangeant des protéines, des molécules qui contiennent de l'azote. Mais en fait, les plantes et les algues sont capables d'incorporer l'azote à partir de l'ammonium. D'accord ? Donc de molécules plus simples. D'accord ? Mais on le met dans le milieu. On met des sources d'azote dans le milieu. Et c'est tout l'intérêt d'utiliser des eaux usées, c'est que dans nos eaux usées, on va retrouver des protéines qu'on va excréter et qui contiennent de l'azote. Et là, il y a des bactéries qui vont dégrader ces protéines, qui vont refaire de l'azote minéral et les algues pourront les utiliser. Ouais. Ammonium, c'est NH4. Le N, c'est l'azote et H, c'est de l'hydrogène. D'accord ? Donc c'est une source qu'il y a dans la... Vous aviez dit que vous cibliez, pour pouvoir produire ces biocarbures, la production de lipides dans ces algues. Mais est-ce que si on regardait la membrane cellulaire qui est elle-même faite de lipides, est-ce que ça on ne pourrait pas exploiter du coup? Si on a une plus grande production d'algues, est-ce qu'à ce moment-là on ne pourrait pas en faire quelque chose? C'est une très très bonne question, hein. Et c'est ce qu'on fait dans notre labo. Les lipides de la membrane, ce n'est pas des triacylglycérols. C'est des lipides qui sont dits polaires, souvent des phospholipides et tout ça, mais ils ne sont pas neutres dans la participation à la génération des biocarburants. On étudie certaines voies de synthèse où on constate que souvent les triacylglycérols, ils ne proviennent pas forcément que du CO2 qui a été métabolisé, mais il y a aussi des systèmes de remobilisation des membranes, c'est-à-dire qu'ils prennent les phospholipides, ils les dégradent, et ils viennent fixer ça au triacylglycérol pour faire des réserves. Donc c'est un phénomène très complexe et c'est une très très bonne question parce qu'il y a aussi des phénomènes de remobilisation au niveau des membranes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Aujourd'hui, ça coûte combien pour faire un baril de biocarburant avec de l'algue? Oh non, mais là, c'est avec des algues pour l'instant. On n'est pas au baril, hein. Mais c'est pour faire voler un avion, il faut la production d'algues mondiale, de biocarburants à partir d'algues mondiales. Oui, oui. Donc, et c'est pas du tout rentable actuellement à cause de ce problème de production. Malheureusement, encore plus cher que le pétrole, mais... si ça augmente encore un peu le pétrole, on va pas tarder à y arriver, mais... Donc là, non, c'est encore très loin. On n'est pas vraiment au stade où on peut l'utiliser au niveau industriel, on en est encore loin. Il y a besoin encore de faire de la recherche fondamentale pour comprendre les mécanismes avant de bien comprendre. Mais j'ai pas un chiffre, mais c'est très élevé. Hein. Ouais.
D'accord, parce que de deuxième génération, on arrive quand même à une forme de compétition, alors encore plus dans la situation actuelle. Donc vous en avez parlé en disant la troisième génération est peut-être plus propice que la deuxième génération, on n'y est pas encore. Non, on n'y est pas encore. Pas encore dans l'application, non. Dans l'application, il y a des gens qui travaillent dessus, mais... Et si on venait avoir une surproduction, enfin beaucoup de production, par exemple marine, de ces algues, est-ce que ça ne modifierait pas un peu la biodiversité et tout ce qui est équilibre? Ces algues, en fait, on peut dans certains cas, on peut les cultiver dans des endroits confinés. On parlait du photobioréacteur. Donc, en fait, c'est un petit peu comme quand on utilise certains micro-organismes pour produire de l'insuline ou des choses comme ça. On le fait dans des endroits confinés. Alors là, ça peut être un peu grand, mais on ne va pas nécessairement le faire dans des cultures en mer. C'est ça par rapport à la question, c'est-à-dire contaminer les mers avec ça. Mais si on en a besoin d'autant, à ce moment-là, il faudrait des espaces bien plus grands. C'est pour ça qu'il y a les bioréacteurs de manière horizontale, en fait. C'est un moyen de réduire l'encombrement au sol qu'on a étudié. Après, c'est des systèmes qui sont beaucoup plus chers et qui sont utilisés à l'heure actuelle pour produire de l'huile, même avec des algues. Mais par contre, ces huiles, c'est des huiles qui sont à forte valeur ajoutée, qu'on peut vendre très cher, qui sont surtout utilisées dans la cosmétique ou dans l'alimentation, ou pour faire des bioplastiques aussi un petit peu. Mais si on veut vendre du carburant à tout le monde, on ne va pas pouvoir le vendre au prix de ce que coûte un photobioréacteur vertical à mettre en œuvre. Dans ce cas, s'il y a besoin d'autant d'algues pour pouvoir faire du biocarburant, est-ce qu'on ne pourrait pas se tourner vers des algues qui prolifèrent et qui posent problème? Je pense notamment aux sargasses, par exemple, qui posent un réel problème dans les Caraïbes. Avec le changement des grands marins, et ça s'accumule sur les plages. Est-ce qu'on ne pourrait pas également essayer de faire du biocarburant avec... c'est des quoi? Non, c'est des macros, mais du coup, peut-être utiliser des algues qui posent problème dans certains milieux. Si on parle juste de la biomasse globale et que ce n'est pas une algue qui va accumuler des lipides, comme ceux dont on parlait, on revient un petit peu dans les problèmes qu'on a avec les secondes générations où il faut extraire des sucres, par exemple, à partir de ces algues. Donc techniquement, ça peut être un petit peu compliqué. D'accord ? Et puis... il y a une production de gaz en fait aussi par ces algues. Effectivement. Et qui est beaucoup plus, qui est 20 fois ou 30 fois plus à effet de serre que le CO2 en fait. Oui, mais de toute manière, l'algue pose problème quand même. Oui, mais si on les... Oui, c'est vrai. Je pense, par rapport à la question de mademoiselle tout à l'heure, ça ne changerait pas le problème au niveau de la biodiversité, par exemple. Parce que ce qu'il faudrait, c'est prendre ces algues et les faire pousser dans un milieu confiné, comme disait Benoît. Et du coup, je pense qu'en plus, les mettre en condition comme ça, à mon avis, c'est pas une bonne idée. L'idée est bonne de se dire on pourrait résoudre deux problèmes en même temps, mais je crois qu'en fait ça construirait un nouveau problème en réalité. C'est quand même un problème social. Ça reste un problème super important, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Oui, on va juste étudier avec moi dans le laboratoire, juste ajouter un petit commentaire. En fait, il y a un projet au Californie, maintenant là en cours, un projet start-up. Il m'avait contacté, il voulait justement cultiver les sargasses dans l'océan, dans le Pacifique Ocean, pour transgene, pour faire des mutants qui créent beaucoup de lipides ou des bioplastiques. Mais le problème de ce projet-là, il est en start-up en ce moment, mais il est beaucoup très, très controversial. Parce que les VI écologistes travaillent sur l'océan, les algues, ils sont très concernés par un peu plus contrôlé en fait. C'est vrai, le sargasse, elle est un hazard pour nous maintenant, mais ce n'était pas nous choisi de cultiver. Si on lance des entreprises cultiver ça, et si on peut plus contrôler, après ça peut poser encore plus de dangers pour l'écologie. Et là, ce projet-là en cours aux États-Unis. On a aussi besoin de quelque chose de très routinier pour faire pour l'utiliser en industrie, de très contrôlé en fait. Une noix, pas une noix ou une olive. On prend les olives, on les presse, on récupère l'huile. Est-ce que les sargasses, dont parle mademoiselle, on les presse, on récupère de l'huile?
Ou les micro. Celles qui sont déjà dans la nature en train de proliférer. Non. Surtout les sucres, je pense. Hein. Non, elle fait c'est pour ça qu'il faut un transgène OGM. Il faut travailler pour faire des OGM. C'est ça aussi le côté dangereux de ça. De toute façon, on s'en sert pour. Naturellement, elle fait très peu d'huile, elle fait plus de lipides, de membranaires, mais on ne peut pas récupérer comme ça. Voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre celles qui prolifèrent dans la nature et en faire de l'huile. Parce que celles dans la nature, les sargasses dans la nature, elles produisent pas d'huile. Non. Si on voulait leur faire produire de l'huile, il faut les modifier génétiquement. Oui. Donc ça, on le fait en milieu confiné, comme on le fait avec vos micro-algues. Ouais. Ça qui arrive à la Guadeloupe, là, parce que Martinique, elles sont dans les propositions, ces gens-là. Et là-bas, je crois qu'ils s'en servent de fertilisant pour les choses. Il y a trop de soufre. Comment ? Ils peuvent pas parce qu'il y en a beaucoup trop. Oui, mais une partie, Et il y a des rejets de soufre qui font que les populations locales peuvent plus vivre côté des terres. Ça faut tirer les gens dans les champs. C'est ça. Allez-y, hein, des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Et les algues vertes qu'on a en versant maillot, on ne peut pas les utiliser. En fait, c'est le même problème que pour les sargasses. En fait, hein. On a exactement les mêmes soucis. Je ne pense pas que ce soit des algues qui fassent des lipides naturellement. Voilà. Et du coup, comme on l'a dit, si on veut une production industrielle, il faut que ce soit en milieu confiné pour qu'on puisse contrôler les choses. Et le risque, en plus, si on modifiait ces algues, qui est le même d'ailleurs pour les sargasses, et c'est ce que disait Yonghua, c'est qu'en fait, on leur donne un avantage et que ça échappe complètement à notre contrôle. Donc ça serait vraiment jouer à l'apprenti sorcier que de faire ce genre de choses. Et puis ce qui est important, c'est que pour ces aspects industriels, il faut quelque chose qui soit en production constante, enfin maîtrisé. Là, si on prend directement quelque chose dans la nature qui est lié à des pollutions, c'est plus compliqué. Et à la vitesse à laquelle vous découvrez des nouvelles manières de mobiliser ces algues, quand est-ce que vous pouvez dire que ce sera à peu près rentable et qu'on pourra faire par exemple un baril de... En fait, on n'est pas sûr que, si on fait de la recherche, donc on n'est pas sûr que l'objectif on va l'atteindre, hein. C'est pas complètement sûr, pour être honnête, c'est de la recherche, donc c'est pas évident que ça fonctionne, et je pense au moins 10 ans minimum. Hein. Moi je dirais 20, mais... C'est-à-dire que ça, 10-20 ans pour avoir quelque chose qui avance beaucoup. C'est vous qui viendrez finir ces recherches-là. Ouais. Après, c'est vraiment un modèle économique. Parce que la technologie, on peut faire déjà. C'est juste si le pétrole, si on a encore énergie alternative, l'électricité, le pétrole, tout ça, on peut dire toujours c'est très cher. Si un jour on n'a plus rien à utiliser, la technologie est là. Il n'est pas là, c'est probable. Il n'y aura pas qu'une seule solution au problème de l'énergie. Je pense que ça va être un combiné d'un petit peu tout. Par contre, il y a des endroits où il faut bien être conscient qu'on va avoir besoin du diesel en fait, et du kérosène. C'est le cas pour les avions. Les panneaux photovoltaïques sur les avions, enfin, si vous voulez l'embarquer dedans, allez-y, mais moi j'irai pas. C'est déjà super lourd, les batteries, ça vole pas longtemps. Enfin voilà. Conceptuellement, ça va être très compliqué de miniaturiser les batteries pour qu'elles fassent voler un avion. Donc ça veut dire qu'on fait voler un avion, mais on met des batteries dedans pour qu'il vole, du coup on ne transporte plus personne. Oui, il y a d'autres possibilités, kérosène de synthèse, à partir d'électricité, d'hydrogène, d'hydrogène. Oui, aussi, et les plantes sont aussi une solution parce qu'on vous a parlé que de la partie biocarburant. Et l'algue Chlamydomonas qu'on étudie, elle produit aussi du biohydrogène. Du coup, il y a des études aussi qui ont été faites dans notre équipe dans cette voie-là. Bien sûr que ça fait aussi partie des études qu'on explore, quoi. Mais il faudra de la bonne volonté de tout le monde et je pense un combiné d'un peu de toutes les énergies. Il y a certaines fois où je pense honnêtement peut-être que les voitures, à mon avis, je ne sais pas Benoît ton avis, mais elles ne rouleront peut-être pas avec les biodiesels des Clamy, les voitures. C'est plutôt quelque chose qui sera réservé pour les avions. Quoi. Ouais. Peut-être qu'il y a d'autres solutions qui existent pour les voitures. Il y a pas mal la voiture électrique. C'est aussi controversé, ce n'est pas un bilan neutre. Après, il faut se rendre compte qu'on est des milliards. Si le nucléaire, c'est assez neutre en CO2. Si c'est des voitures électriques qui marchent au nucléaire,
Au niveau du bilan carbone, c'est assez relativement Il y aura d'autres sources de pollution, bien sûr. Après, il faut être... je prends toujours cet exemple, mais c'est vrai. S'il y avait 8 milliards d'éléphants, il n'y aurait plus un seul arbre sur Terre et on n'est rien d'autre que des animaux. On a un impact sur la planète sur laquelle on vit. Notre impact, il est essentiellement énergétique, donc on parle du gaz à effet de serre. Et on va faire au mieux pour résoudre les problèmes, mais on ne peut pas vivre sur cette planète sans avoir un impact dessus, c'est impossible, surtout avec la population. Et je rajouterai juste un dernier point. Benoît a dit que cet objectif il était encore au moins à 20 ans et que peut-être on n'était pas complètement sûr de l'atteindre. Par contre, c'est tout l'intérêt de la recherche fondamentale, c'est que toutes les connaissances qu'on a accumulées là vont peut-être nous permettre de découvrir des choses qui vont nous orienter vers d'autres façons de faire auxquelles on n'a pas encore pensé aujourd'hui. Mais donc c'est vraiment important de pouvoir accumuler toute cette connaissance là sur cet organisme-là, mais toute la recherche fondamentale qui se fait dans le monde permet d'accumuler des connaissances qui, aujourd'hui, on se dit « et alors ?» Mais peut-être demain, ça sera la solution à un problème. Voilà. Et puis en faisant de la recherche, on n'est pas sûr d'atteindre l'objectif, mais si on ne fait pas de recherche, on est sûr de ne pas l'atteindre. Et à propos de recherche sur la biodiversité des algues, est-ce qu'il y a des gens qui cherchent partout dans le monde des algues qui seraient naturellement super productrices? Alors, les algues, oui, il y a des gens qui cherchent ça, bien sûr. Après, il y a des sessions, Yongwa va compléter certainement après moi, mais il y a des missions scientifiques qui sont organisées. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tara Océan, par exemple. C'est des bateaux qui sont envoyés aux 4 coins du monde et qui récupèrent des algues un peu partout. Et il y a un gros travail après qui est fait au niveau des scientifiques déjà pour isoler ces algues. On les récupère comme ça dans la mer, les conserver et ensuite en faire bénéficier toute la communauté scientifique pour qu'elle puisse les analyser et notamment analyser leur production d'huile. Yongwa, elle va peut-être compléter. Oui, c'est un très bel exemple de Tara Océan, mais il y a 30 ans, dans les années 70 et 90, pendant 20 ans, il y a un grand programme aux États-Unis qui allait dans l'océan chercher toute la collection des algues en Roscoff aux États-Unis, banque de souches, la souche sauvage. C'est tout bien de cette période-là. En fait, on continue de chercher, mais il faut comprendre que c'est dans le sauvage, la plupart des algues ne sont pas faites pour accumuler des lipides. En fait, ils ont la capacité pour fabriquer ou accumuler les lipides en réponse à un stress. C'est leur façon de survivre. C'est pour ça que notre besoin en aquaculture intensive, c'est différent que qu'est-ce que leur habitude naturelle en fait. C'est ça la recherche pour découpler ou domestiquer les algues pour répondre à nos besoins humains. C'est pas leur besoin naturel. C'est ça. Ouais. Oui, donc il y aura toujours le verrou à faire sauter sur le bilan, sur le choix. Oui. De croître ou de faire des réserves. Là où on peut jouer en étudiant la diversité, c'est de combien on part à la base de réserve en fait. Un certain pourcentage par rapport au poids total par exemple. Et du coup, essayer de l'augmenter, mais on sera obligé de la modifier génétiquement. J'ai une petite question sur la partie modification génétique. Oui. Les outils que vous utilisez, du coup, ça va être, c'est vraiment de l'intervention au niveau de découpe de gènes et. Alors en fait, il y a plusieurs. Des croisements d'espèces, je ne sais pas. On peut faire plusieurs choses. Il y a plusieurs méthodes. La mutagénèse que je vous ai décrit ici, qu'on a utilisée initialement au laboratoire, en fait, c'est de la mutagénèse aléatoire. C'est-à-dire qu'on va intégrer un petit morceau d'ADN de manière aléatoire dans le génome. C'est pour ça qu'en fait, on a besoin d'identifier le gène. Parce qu'on ne sait pas où on a mis le petit morceau d'ADN. En fait, ce petit morceau d'ADN, il porte un marqueur de sélection, c'est-à-dire une résistance à un antibiotique. Et c'est comme ça qu'on va isoler l'algue transformée. Donc c'est complètement aléatoire. Donc il faut qu'on trouve quel gène cibler, parce qu'en fait, on ne connaît pas la fonction de tous les gènes. On a séquencé entièrement le génome, on sait associer tous les morceaux, etc. Mais il y a des protéines en fait, dont on ne connaît pas encore le rôle. Donc on espère trouver de nouvelles informations là-dedans. Ou alors une protéine qui a été décrite dans une voie, puis finalement elle a un double rôle dans notre voie, dans d'autres conditions de culture, ou chez un autre organisme, elle a un rôle un peu différent. Il y a ça. Après, on sait faire aussi de la mutagénèse ciblée.
Donc où là, on va aller rendre nul un gène donné. Donc c'est le CRISPR-Cas9, j'imagine que c'est de ça dont vous voulez parler. Je connais pas, vraiment je connais pas, c'est juste... D'accord. En fait, on entend beaucoup parler de ça aujourd'hui pour le génie génétique. En fait, c'est comme ça qu'on espère sauver pas mal d'enfants pour la mucoviscidose ou d'autres maladies génétiques. En fait, CRISPR-Cas9 est capable d'aller couper un gène et de créer un petit bug en fait, qui fait que le gène va plus s'exprimer à un endroit très précis. Et le génie génétique, le but, c'est d'arriver justement, au lieu de casser un gène, c'est de remplacer le petit morceau qui n'est pas bon, puisque c'est ça généralement, quand une protéine ne marche pas, dans le cas de la mucoviscidose, c'est une protéine qui ne marche pas, donc du coup, ça a tout un tas de conséquences physiologiques. Si on arrive à remettre la version qui fonctionne, en fait, on va pouvoir sauver les enfants. Et donc l'idée de CRISPR, c'est ça, c'est d'arriver à faire une mutation très précise, c'est-à-dire pour rendre un gène à nouveau actif. Mais on a détourné ce système qui est naturel chez la bactérie, en fait, pour faire des outils de génie génétique, voire même des outils médicaux, mais beaucoup aussi en sciences, en fait, pour pouvoir arriver à faire les modifications qu'on veut de manière très précise. Alors, en fonction des modèles, les compétences génétiques ne sont pas toutes au point de la même manière. Chez l'homme, ça marche relativement bien, en tout cas en laboratoire. Pour Chlamydomonas, on sait casser un gène. Pour le moment, on n'arrive pas encore à modifier la base qu'on veut. Ça va venir, hein. C'est une question de temps et de labos. Il y a des labos qui travaillent. Nous, on va travailler sur des mécanismes fondamentaux pour arriver à mieux comprendre la croissance ou la production de lipides. Mais il y a des laboratoires qui vont faire vraiment de la génétique pure et dure et qui vont vouloir faire ça sur leur modèle donné. D'accord ? Donc on travaille en collaboration avec tous, en fait. C'est l'intérêt de la littérature. Je rajouterais juste que cette technologie, les deux chercheuses qui ont développé cette technologie, dont une qui est française, ont reçu le prix Nobel il y a 1 an ou 2 ans. Ouais. 2 ans, voilà. Ouais, c'est important. Hein. Et en plus, c'est des femmes. Double. Les yeux. Ouais. Bon, sur 5, on est 4 femmes aujourd'hui. Une question. Bien sûr. Au moment où, alors admettons qu'on arrive à produire en masse des algues plus tard et qu'elles soient transformées en biocarburant. Est-ce que j'y connais rien, est-ce que la phase de la production après la transformation, est-ce que ça va créer une forme de déchet, de pollution Alors en fait, parce que tout ce qui est dégradé, je vois l'atome, ça fait des déchets, le carburant, ça fait des déchets. Bien sûr. Alors nous, on ne travaille pas sur cette partie-là, on fait vraiment de la recherche sur l'embryon. Il y a d'autres laboratoires, y compris au CEA, qui vont travailler sur le reste de la partie biomasse, qu'est-ce qu'on en fait. Je pense qu'aujourd'hui, ça sert beaucoup dans l'aquaculture, en fait, parce qu'avec les déchets, ils vont pouvoir nourrir les poissons qui vont servir à faire des belles truites pour mettre dans nos assiettes, etc. Donc, il y a aussi un système qui existe pas loin de chez nous, où en fait l'intérêt de ça, c'est de réduire aussi le CO2 ambiant qu'il y a dans l'air. Et les usines comme Total s'en servent pour créer des grands bassins plein d'algues et ils relâchent leur fumée directement à l'intérieur. Donc double jackpot pour eux, hein, parce qu'ils ont des normes à respecter au niveau du CO2, donc ils rentrent dans leur norme. Et ensuite, ils récoltent et ils revendent ça aux usines pharmaceutiques ou cosmétiques, parce que l'huile qui est produite comme ça, elle a une forte valeur ajoutée. Donc en plus, il est de l'argent. Donc en fait, les microalgues, on a parlé de la production de sucre ou de lipides, elles sont capables de faire tout un tas de choses. En fait, vous avez vu, il y a des microalgues de différentes couleurs, et en fait, ces pigments qui sont dérivés de la chlorophylle ont aussi un intérêt en cosmétologie. Les caroténoïdes, on en parle beaucoup en fait, parce que c'est des antioxydants, et donc du coup, c'est un intérêt aussi bien cosméto qu'en alimentaire, en fait, pour faire les compléments, etc. Et puis sans parler de production de matériel ajouté, ça existe, je crois que c'était au Brésil qu'ils ont fait ça. Il me semble aussi qu'à Paris, il y a quelques trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils mettent des récipients d'algues au Carrefour, par exemple, où il y a beaucoup de voitures. Et en fait, ces algues, elles produisent rien. Le but, c'est pas la valeur ajoutée, mais elles aident significativement à réduire de manière très locale la quantité de dioxyde de CO2 de la circulation. Oui, ça existe. Je ne sais pas si on a parlé, mais il me semble que ça a Il me semble que j'ai vu. D'ailleurs, il y a encore, je crois qu'il est encore disponible. Il y a un documentaire sur Arte actuellement sur les microalgues. Et ils expliquent justement cette colonne qui mérite encore un peu d'amélioration, parce que pour le moment, l'éclairage est artificiel, donc il faudrait surtout profiter de la lumière du soleil. La compensation, c'est que comme c'est un éclairage artificiel en continu, elles font aussi ça toute la nuit. Et apparemment, la personne qui présentait disait que c'était vraiment significatif. Dans une zone, c'est un carrefour, il y a beaucoup de voitures, donc finalement il y a beaucoup de CO2 et elles ont vraiment un rôle significatif. Oui, mais après on les... Non mais je me dis si c'est pour aller après les jeter, je sais
pas où. Mais non, l'intérêt c'est de la matière organique. Donc par exemple, on pourrait même faire des bandages sur un champ. Oui. Et ça réensevence la terre en matière organique. Ça refie des déchets. Oui, en effet, elle n'est pas brûlée. Oui, elle n'est pas brûlée. Oui, c'est refixé, pas de manière d'intérêt. C'est du compost. Bactéries, mais c'est non, mais complètement, c'est du compost. Vous dites que l'azote est important pour la croissance. Oui. Mais il y a partout. Alors dans les eaux usées, en fait, il y a de l'azote, bien sûr. Après, en laboratoire, on ne travaille pas sur des eaux usées parce qu'on a besoin de travailler sur un milieu qui est constant, parce qu'en fait, dès qu'on fait bouger un paramètre, la cellule, comme le corps humain, va réagir différemment. Donc du coup, si on fait bouger trop de paramètres à la fois, les conclusions sont difficiles à faire. Donc, nous, on fait un milieu artificiel qui est constant, donc on connaît exactement la composition, et on fait varier juste l'azote. Ou alors on fait varier aussi l'apport en CO2, enfin, soit on le met dans le milieu, soit on le met atmosphérique, donc peu importe, mais voilà. Et donc dans les eaux usées, l'idée de la production de masse à la fin, c'est d'utiliser directement des eaux usées, donc on n'a pas besoin d'être épurées, ou des eaux, par exemple, après c'est des eaux de lavage de certaines usines, donc qui vont être très riches de certains éléments, et voilà, quoi, pour arriver à avoir un double intérêt écologique. Et puis ça fait une alimentation qui est peu coûteuse aussi, parce que les autres sont trop contents de se débarrasser de leurs eaux plutôt que d'aller polluer les nappes phréatiques, les effluents de papeterie, voilà, il y a encore très mal recyclé, des produits aussi avec des bactéries qui sont utilisées pour ça. Il y a les algues pour mettre une alternative sur les effluents de papeterie. Ou même dans les laiteries, il y a beaucoup de nettoyage, de faits, etc. Et si on peut arriver à recycler ces eaux, c'est gagné, quoi. Et la microalgue, elle transforme l'azote en protéines. Comme nous, on utilise des protéines qui sont qu'on injecte. Oui, et juste, pourquoi vous avez choisi cette espèce d'algue? Est-ce qu'il y a d'autres espèces en compétition ou en d'autres Alors, Clavidomonas, c'est le modèle, c'est un peu comme la souris pour ceux qui travaillent sur les cellules animales. En fait, l'intérêt de Clavidomonas, c'est qu'on a entièrement séquencé son génome, donc ça c'est quand même c'est la base un peu de tout maintenant. Et on sait le transformer, on sait facilement faire des OGM, c'est-à-dire qu'on peut faire et à la fois les deux types de mutagènes dont je voulais parler tout à l'heure, donc casser un gène, mais aussi exprimer des gènes, c'est-à-dire que là on a beaucoup parlé de la manière dont on identifie les mutants, mais on n'a pas parlé de la manière dont on va les analyser derrière. Et là on a cassé un gène, mais la première chose qu'on fait en fait c'est de l'exprimer plus fortement dans la cellule, pour voir l'effet inverse en fait, pour voir ce qui se passe quand on l'exprime en multipliant la quantité de protéines. Donc ça c'est un avantage fondamental. Et alors je rentre un peu dans les trucs techniques, mais en fait chez les plantes, chez les humains c'est la même chose, dans la mitochondrie qui fait la respiration comme dans le chloroplaste, en fait il y a un petit génome qui est indépendant. Donc en fait on a le génome qui est dans le noyau de nos cellules, mais il y a aussi un petit génome dans le chloroplaste et un petit génome dans la mitochondrie, et chez Clavidomonas on s'est transformé les trois génomes. En fait, ce sont des outils qui sont fondamentaux pour arriver à comprendre les mécanismes. Le but, c'est pas forcément qu'on ait un OGM à la fin à travailler, même si dans ce cas-là, c'est pas de la nourriture, donc c'est pas vraiment gênant. Mais bon, c'est des outils de recherche qui sont très puissants. Et toutes les microalgues ne sont pas domestiquées sur ce point de vue-là. Voilà, il y en a d'autres laboratoires. Oui, il y a Nanochlorobsis. Alors l'avantage, c'est qu'on commence à regarder les organismes issus de la mer. Parce que là, on utilise quand même de l'eau douce, même si c'est de l'eau douce qui est polluée. Si on arrive à optimiser au maximum sur Nanochlorobsis, c'est de l'eau marine qu'on va utiliser, donc une ressource, je dirais pas inépuisable, mais quand même en grande quantité. Et Nanochlorobsis, de manière naturelle, produit, je sais pas, beaucoup, en montage, je vais pas dire de bêtises, mais elle produit beaucoup plus de manière basale que notre modèle d'algue Clavidomonas. C'est aussi ça l'intérêt, voilà, c'est pas d'être complètement deux approches dissociées, le fait d'aller regarder la biodiversité et de faire de la métamorphogénèse, parce que quand on trouve un organisme qui effectivement produit beaucoup plus, c'est le cas de la Nanochlorobsis, ensuite on passe à l'étape d'après, c'est encore optimiser plus cette production pour trouver encore de meilleurs milieux. Donc c'est vrai que le vernis c'est plus étudié, mais il y a plein de laboratoires qui s'orientent vers d'autres organismes, et effectivement, peut-être des fois ils sont pas tous séquencés, les outils sont pas aussi bien au point, mais il y a aussi toute une partie qui consiste à mettre au point les outils sur ces algues qui sont porteuses. Je voulais dire, rajouter un truc que j'avais perdu. Non, c'était pour compléter en fait. En fait, Clavidomonas, il a été étudié initialement pas pour la production de biocarburants. En fait, c'est surtout un modèle de photosynthèse. C'est une cellule unique. Donc en fait, c'est beaucoup plus facile de travailler que sur une cellule que comme dans une plante entière où il y a plein de cellules qui travaillent entre elles. Vous
imaginez bien que même si la génétique, enfin que le contenu du génome est le même entre la racine et la feuille, le fait que la racine ne soit pas photosynthétique, ça fait des grands changements. En plus, il y a la circulation, il y a la cellule qui monte, donc on a complexifié énormément le système. Alors qu'une cellule unique, c'est un modèle de base. Là ici, la microalgue vit en milieu à queue, alors qu'une plante vit sur un milieu terrestre. Donc là aussi, il y a des différences. Il y en a aussi beaucoup au niveau de la photosynthèse. Mais quand même, on a simplifié le système avec la cellule unique pour utiliser la photosynthèse. C'est un des grands axes aussi du laboratoire, en fait, parce que pour mesurer la croissance et la photosynthèse, c'est entièrement lié, hein, on n'a aucun doute là-dessus. Et donc, du coup, les mesures de croissance passent par des mesures de photosynthèse. Et donc, du coup, dans le laboratoire, il y a plusieurs chercheurs qui sont spécialisés là-dedans et qui travaillent que sur la partie photosynthèse et pas du tout sur la partie lipide, en fait. Et il passe bien de temps aussi. Parce qu'une plante, avant d'arriver à cette plante, ça va 2-3 mois. Sur Chlamydomonas, elle se divise toutes les 8 heures en condition optimale. Donc c'est vachement facile. C'est vachement facile d'obtenir de la biomasse et de voir les mécanismes rapidement que d'attendre que ça pousse et de voir si on arrive à pousser. La plante modèle en science, c'est Arabidopsis. En fait, c'est pas ça, c'est le tabac, c'en est une autre, mais vraiment le modèle chez Arabidopsis, en fait, c'est une mauvaise herbe. On peut en trouver même entre deux pavés, etc. Et c'est un mini colza, si vous voulez, pour vous avec des fleurs blanches ou d'avoir des fleurs jaunes. Mais en fait, ce modèle, il se développe beaucoup plus vite. Le colza, le maïs, il faut en gros 8 mois pour aller de Grenelle à la Arabidopsis, on le fait en 3 mois. Donc du coup, c'est un intérêt énorme parce qu'on avance beaucoup plus vite en fait sur des modèles à croissance rapide que sur des modèles à croissance dense. Après, dans tous les cas, on transpose, c'est-à-dire qu'une recherche qu'on va trouver sur Arabidopsis, on va voir si ça fait la même chose sur un plan plus gros, un plan commercial comme le tabac, etc., ou la tomate et tout. Et pareil, entre Monochloropsis et Chlamydomonas, on a trouvé que chez Chlamydomonas, tel gène avait une influence sur la production de lipides ou sur des lipides plus petits, etc. Donc on va aller voir si cette protéine elle existe aussi chez Monochloropsis et si on est capable de la modifier de la même manière pour arriver à faire encore plus d'huile, pour faire une huile d'intérêt. Je me demandais, est-ce que vous êtes confronté à des limites éthiques ou législatives ou est-ce qu'il y a des discussions, enfin, bon, c'est pas anodin quand même. Est-ce qu'il y a des, enfin, vous êtes confronté à des limites législatives dans vos travaux? En fait, je pense que le plus gros point limitant, c'est que quand on travaille sur des plantes entières, surtout des plantes à intérêt agronomique, on peut pas, pour faire des essais en champ, c'est très compliqué avec les OGM, parce qu'il y a de la dissémination, etc. Donc ça, c'est très très réglementé. Et quand il y en a, c'est vraiment, comme sur les plantes médicinales, par exemple les agriculteurs qui font du pavot, je peux vous dire que les champs sont surveillés, parce qu'il ne faut pas que les graines soient greffées, etc. Donc il y a beaucoup de législation. Nous, au niveau du laboratoire, on a une législation pour travailler sur les OGM, c'est-à-dire qu'on a un environnement confiné qui fait que les graines ou les souches ne sortent pas systématiquement détruites. On ne peut pas, les tubes qu'on a amenés là, même si les souches sauvages, on n'a pas le droit de les jeter dans la poubelle, quoi. On est obligé de les détruire. Et c'est pas des OGM. Là, c'est sur les souches sauvages. Mais c'est des souches qu'on a récupérées. Effectivement, dans le laboratoire, on a un espace de culture qu'on pourrait appeler serres, mais qui ne sont pas des serres avec des vitres, qui sont des pièces qui ressemblent plus avec des parois de chambre froide, là, bien fermées. Et tous les 5 ans, on doit décrire notre installation pour montrer qu'elle est conforme à la réglementation et qu'on prend soin à ce qu'il n'y ait pas de dissémination, qu'on utilise bien les organismes qu'on a le droit d'utiliser par rapport au niveau de sécurité qu'on a mis en place. Pour surtout qu'il n'y ait pas, par exemple, si vous avez peut-être entendu parler de la bactérie qui tue les oliviers, Xylella, la fastidiosa, elle, par exemple, nous, on n'a pas le droit de l'utiliser. Parce qu'on n'a pas les conditions qui permettent de s'assurer qu'elle ne va pas partir dans la nature et tuer tous les oliviers qui sont autour. Donc on a le droit, nous, d'utiliser que des plantes et éventuellement des pathogènes de plantes qui existent de toute façon déjà dans la nature. Tous les laboratoires. Et donc tous les 5 ans, on doit refaire le point par rapport à notre recherche, par rapport à notre installation, pour être sûr qu'on est toujours dans les clous. Si jamais en cours des 5 ans, on avait un nouveau projet de recherche qui, lui, n'est pas du tout dans les clous parce que c'est complètement différent, et bien là, on est obligé de refaire une demande avant de commencer cette recherche pour qu'on nous dise « Ok, vous avez toutes les conditions qui permettent de faire les choses en toute sécurité. » Et on ne peut pas commencer à faire le travail sans avoir eu cette autorisation. On fait la liste de nouvelles constructions, de nouvelles souches OGM, etc. Qu'elles soient publiées ou pas. Voilà, on liste tout, on dit quelles sont les... Elle vous parlait tout à l'heure de résistance aux antibiotiques, on liste toutes les résistances, on doit expliquer si jamais il y avait un accident, qu'il y avait des graines qui sortaient,
comment on pourrait les identifier, les plantes qui viendraient de ces graines et d'autres qui seraient normales, et comment on pourrait s'en débarrasser. Vraiment, on doit vraiment envisager tous ces aspects-là. Et par contre, après, vous parliez d'éthique, on ne fait rien de je veux dire, c'est pas des animaux, il n'y a pas, c'est pas consommable. Et c'est pas des aliments, donc c'est vraiment la recherche fondamentale. Non, mais c'est pas, c'est justement, je me demandais dans quelle mesure, même sur la. Après, on a quand même une conscience, c'est cadré ou pas, une conscience assez aiguë du fait qu'on travaille quand même avec des organismes vivants. Et donc, sans dire qu'on a des problèmes d'éthique, mais on va quand même faire attention à pas systématiquement faire pousser 20 plantes quand on en a besoin de 3, etc. Parce que ça sert à rien. Ça a un coût, et puis on connaît suffisamment le fonctionnement des plantes pour savoir que c'est aussi des organismes vivants, un petit peu différents des animaux, mais qui méritent aussi le même respect. Et on peut cultiver les algues, comme ça avait été montré par Cécile, dans des environnements confinés. C'est pas comme une plante qui peut décimer ses graines ou ses grains de pollen. Il y a des photobioréacteurs qui sont fermés. Donc on peut maîtriser parce qu'il y a plein d'organismes génétiquement modifiés qui sont déjà utilisés pour la production des médicaments, l'insuline, tout ça. Ça, c'est entièrement clos en fait. Alors, ça a un coût nettement supérieur au niveau de la production parce que tout est beaucoup plus contrôlé. On peut facilement contrôler la qualité des nutriments, beaucoup plus estimer aussi que c'est assez ouvert, où on a des contaminations naturelles en fait par tout ce qui se trouve dans l'atmosphère. Donc là-dedans, c'est entièrement clos. Donc faire des OGM là-dedans, on va détruire de toute façon derrière, quel que soit l'élément qu'on va extraire. Il y a moins de problèmes d'éthique parce que ça ne rentre pas dans l'alimentation. En fait. Par contre, des OGM, aujourd'hui, on n'a pas le droit de les mettre pour les piscicultures. Ça, c'est réglementé. Donc on ne fait pas ce qu'on veut, mais c'est normal. Hein, de toute façon, même si on n'a pas montré la dangerosité d'un OGM encore, enfin, pas à des gens en tout cas, il y a quand même, c'est réglementé, on ne fait pas. Mais il y a quand même le risque aussi que, je ne sais pas, qu'il y ait une réglementation spécifique. C'est quand même de l'élevage en masse d'une espèce. Après, moi, je n'ai pas de. C'est pas. Oui. Non, mais du coup, voilà, je non, mais la question est complètement justifiée. C'est déjà quelque chose qui se fait avec des OGM, par exemple, pour produire de l'insuline. Certains médicaments. Donc ça existe déjà. Donc on n'est pas qu'ils soient OGM ou pas. C'est-à-dire industriellement, il y a des OGM qui sont déjà beaucoup utilisés pour produire des molécules médicamenteuses, par exemple. Même les algues, en fait, on est capable de produire des anticorps, enfin pas des anticorps, mais des antigènes plutôt, chez les microalgues qui peuvent être vraiment toxiques pour les autres organismes où on a laquelle les produits sont conservés. On a l'habitude de produire et donc c'est un outil aussi de biotechnologie. C'est pas qu'un outil de recherche fondamentale ou de production à terme peut-être. C'est sûrement pas. Clairement, c'est pas le meilleur outil. Hein. On est tous convaincus que c'est pas avec la ménomonase qu'on fera des microalgues, qu'on fera des biocarburants. Par contre, ça sera sûrement avec d'autres modèles et tout ce qu'on aura trouvé sur ce modèle-là, on va le transposer et voilà quoi. Aujourd'hui, on transforme un blanquisme, mais bon. C'est beaucoup moins efficace encore et ça va venir. Mais voilà, il y a tout le scale-up à faire. Hein? On développe. Et puis la croissance, l'algue est encore plus petite et la croissance est moins rapide. Alors du coup, voilà, c'est un peu plus laborieux. Il faut qu'on s'arrête. Merci pour vos questions. Pendant